Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque un devoir humanitaire à Calais. C'est difficile de lui donner tort. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'humaniste dans le projet que nous proposent depuis des années les gouvernements et ici M. Cazeneuve. C'est-à-dire qu'on va déménager ces migrants, qu'on va répartir dans un peu plus de 400 villages, communes, villes et villages d'ailleurs, communes de France, sans demander leur avis d'ailleurs aux populations locales, ni même parfois aux maires, aux municipalités. Moi je trouve qu'il n'y a rien d'humaniste. Qu'a-t-on à leur proposer, qu'a-t-on à leur offrir? Il n'y a pas de travail en France et on sait très bien que le premier objectif de beaucoup d'entre eux, ça sera de retourner à Calais pour passer en Angleterre. Vous voyez, je pense que cette politique, elle n'a ni queue ni tête. D'abord parce que c'est sans fin. Cette jungle de Calais, c'est un tonneau des Danaïdes. Ça va se re-remplir ou ce sera juste à côté. On a connu Sangatte il y a 15 ans. Bon, c'est le même phénomène qui se reproduit, toujours en plus. Mais vous demandiez vous-même que ce démantèlement ait lieu et de manière franche et massive en dénonçant le fait que ce n'était pas le cas ces derniers mois. Donc vous avez au moins gain de cause là-dessus. Certes, mais moi je ne souhaite pas qu'il ait lieu pour les disperser dans le reste de la France. Parce que c'est exactement ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui. Moi je souhaite que nous travaillions là-bas avec l'ONU et le HCR dans les pays d'origine. Au Moyen-Orient, dans les pays d'origine, dans la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire des pays d'où ils viennent. Parce que tant qu'on ne réglera pas le problème de la stabilisation des États là-bas, eh bien, on n'aura rien réglé. Donc il faut travailler avec l'ONU là-bas, mettre en place des campements humanitaires là-bas, mais pas en France. Mais les campements sont pleins à craquer. Or, en France, ces individus... Ça dépend dans quel pays. Ça dépend dans quel pays. Il y a des pays... Au Liban, en Jordanie, c'est plein à craquer. Oui, et puis il y a des pétromonarchies, Arabie Saoudite, Qatar, etc., qui n'ont pas accueilli un seul. Voilà, donc c'est sur ces pays-là qu'il faut faire pression, plutôt que de leur faire traverser la Méditerranée au risque de leur vie. Il y en a des milliers chaque année qui perdent la vie, malheureusement, dans la Méditerranée. Et ensuite, de les parquer en France, ça crée des torts pour tout le monde. Hein, pour eux, comme pour les riverains, comme pour les Français. Mais ce sont des migrants. Je pense que c'est une politique qui n'a rien d'humaniste et qui est catastrophique. Ce sont des migrants qui demandent le droit d'asile. Or, ce droit d'asile, il est accepté dans 2 cas sur 3 pour les migrants de Calais. Tout ça est totalement légal et se fait évidemment sous les contraintes du droit international. Je vous vois rigoler. Non, parce que moi je pense que l'asile, il faut qu'on le traite là-bas. Les demandes d'asile, qu'on les traite dans les campements humanitaires, dans les pays d'origine. Et par ailleurs, vous me dites aujourd'hui c'est 2 sur 3. Bon, les taux, ils sont fixés un peu comme on le souhaite. C'est ça le problème. Il n'y a plus grand-chose d'objectif là-dedans. Vous voulez dire qu'il y a des demandes d'asile qui sont acceptées sans qu'il y ait de critères objectifs? Mais bien sûr. On sait bien qu'il y a des migrants économiques et sociaux qui bénéficient du droit d'asile, alors que normalement, dans les textes à l'origine, dans sa philosophie, il est réservé à des réfugiés politiques persécutés par leur propre gouvernement. On sait bien que ça n'est pas du tout le cas de la majorité des migrants qui sont ici. Par ailleurs, ça s'ajoute à l'immigration qui continue en France, hein, l'immigration légale et illégale qui est déjà très importante. Donc, je pense qu'il faut agir là-bas, retrouver des frontières nationales. Hein, ça me paraît indispensable parce que dans le même temps, l'Allemagne a déjà accueilli 1,5 million de migrants qui peuvent venir en France librement puisque nous sommes malheureusement dans Schengen et dans les règles de l'Union européenne. Donc retrouver nos frontières nationales et trouver une politique qui cesse cette politique d'immigration massive, arrêter d'être sous l'emprise du juge supranational qui fait qu'aujourd'hui, expulser un clandestin, alors que ça n'est que l'application de la loi, c'est devenu un parcours du combattant. Voilà pour les critiques. Vous seriez au gouvernement ce sont des propositions aussi. Ce sont des propositions. Qu'est-ce que vous auriez fait aujourd'hui, très concrètement, sur la jungle de Calais? J'aurais regardé concrètement les choses, et il y a beaucoup de clandestins dans cette jungle, j'aurais appliqué la loi, c'est-à-dire reconduite des clandestins dans leur propre pays, dans leur pays, ou si le pays est vraiment en guerre, ou si la région d'origine est vraiment en guerre, dans un campement humanitaire géré par le HCR et l'ONU, à côté du pays d'origine. Donc vous taxez le gouvernement de Parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe là, on parle pas des riverains, on parle pas des routiers, on parle pas des commerçants, on parle pas de tout ce qu'il y a derrière cette politique d'immigration massive. Ce sont des turbulences qui sont catastrophiques. La préfète du Nord-Pas-de-Calais le disait encore il y a quelques instants sur notre antenne, elle parlait bien des commerçants, elle disait que tout ça a été fait notamment aussi pour quel qualificatif pour parler de ce qui est enclenché aujourd'hui par le gouvernement sous l'impulsion de François Hollande? Bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, c'est inutile. Enfin, je veux dire, ça va créer beaucoup de tort dans beaucoup de communes de France qui n'ont rien demandé à personne. On ne saura pas comment les accueillir, on n'a rien à leur proposer, et ça ne règle pas le problème de fond parce qu'on sait que de nouveaux flux de migrants sont en train déjà d'arriver. Bref, c'est une politique qui n'a ni queue ni tête. On ne voit pas la fin de cette politique, on ne voit pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Pensez-vous que la France ait des capacités d'accueil de millions de populations? Ça fait déjà 40 ans qu'elle accueille énormément d'immigration légale et illégale. Je veux dire, ça devient folie. Nous avons 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs dans notre pays, et déjà des ghettos communautaires, des ghettos de zones de non-droit, et on nous demande d'ajouter encore de l'immigration. Enfin, tout ça, ça n'a aucun sens, et je pense qu'il est temps qu'on arrête cette politique qui date de la droite et de la gauche. Hein. Il n'y a pas de différence. Sangatte, c'était la droite. Calais, c'est la gauche. La faute à qui?
Voilà la faute à ces gouvernements qui ont décidé que la France devait être ad vitam aeternam, peut-être jusqu'à extinction, jusqu'à disparition, une terre d'immigration massive, et qu'elle n'ait pas de frontières, qu'elle n'ait pas de souveraineté nationale. Vous parlez de terre d'immigration massive aujourd'hui, vous êtes le seul à le dire? Non, je pense qu'on est, malheureusement, il y a beaucoup de Français qui le constatent. Bon. Voilà. L'assimilation est possible, entendons-nous bien. Moi, je crois en l'assimilation. Elle s'est produite d'ailleurs dans notre histoire. Et il y a toujours des cas individuels d'assimilation républicaine, des gens qui aiment la France, qui apprennent le français, qui s'insèrent parfaitement dans la société française. Et bien sûr qu'il y en a. Mais elle n'est pas possible quand le nombre est trop important. Ça me paraît évident, surtout en période de chômage de masse. Florent Philippot, l'actualité, c'est aussi la police. Pour la première fois depuis une semaine, les policiers n'ont pas manifesté la nuit dernière dans les rues de France. Du moins, ça n'a pas été signalé encore. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation? Vous évoquez, une présomption de légitime défense. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons à ce que le régime de la légitime défense des policiers soit au moins aligné sur celui des gendarmes. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas, au moment de se défendre, parfois pour leur propre sécurité ou leur propre vie, de se retrouver immédiatement en garde à vue, puis mis en examen, puis condamnés parce qu'ils auraient levé le petit doigt face à un criminel. Ça a été modifié dans une loi du 3 juin 2016. C'est très très faible, je sais, mais c'est très très faible et ça n'a quasiment rien changé. Et c'est une de leurs grandes revendications et nous la portons depuis des années. Il n'y a pas que cela. Il faut reconstituer les 12 500 effectifs supprimés, policiers et gendarmes, supprimés du temps de Nicolas Sarkozy, qui n'ont pas été du tout totalement réaffectés par François Hollande. Donc il faut s'y atteler. Puis je veux dire, je pense que les policiers, comme tous les Français, d'ailleurs aujourd'hui, comme une large majorité de Français, les gendarmes aussi d'ailleurs, sont exaspérés de voir qu'ils arrêtent, ils font un gros boulot, ils arrêtent des délinquants, ils arrêtent des criminels, ils les conduisent dans le bureau du juge et la plupart du temps, ceux-ci sortent 3 heures après, libres, après s'être fait gronder ou taper sur les doigts. Dans vos propos, ce laxisme, il est démotivant pour les policiers. Florent Philippot, dans vos propos, il y a aussi des visées électoralistes, vous ne pourrez pas dire le contraire, puisque le patron le Parti socialiste dit lui-même qu'il y a de plus en plus de personnes qui votent Front National chez les policiers et que ça pose un petit problème. On parle de manipulation pour certains. Les commissariats ne seront jamais des salles de meeting. C'est ce qu'a dit ce week-end le patron des policiers, Jean-Marc Falcon. Oui, ça s'adresse à vous. Le patron des policiers. Ça s'adresse à vous. Le patron des policiers ferait bien d'être aux côtés de ces hommes. Voilà. Au lieu de leur faire la leçon, au lieu de les critiquer en permanence, le patron des policiers, il se soumet ou il se démet. Donc il pourrait se démettre s'il n'est pas content, sinon il se soumet, et c'est-à-dire qu'il Vous lui demandez de partir. Mais si son seul travail consiste à taper sur ces hommes, il n'est pas à la hauteur de sa fonction, je le dis très clairement. Par contre, ça veut dire quoi? Moi j'attends d'un directeur général de la police nationale qu'il porte l'intérêt de ces hommes, qu'il les défende, notamment face à un pouvoir politique qui les méprise depuis si longtemps, plutôt que de leur tirer dans le dos, comme le font déjà les responsables politiques depuis tant d'années. C'est ça que je lui demande. S'ils ne se sont pas capables de cette mission-là, il peut la laisser à quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnalités extrêmement compétentes dans la police. Quant au reste, oui, il y a beaucoup de policiers qui votent Front National. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français, tout simplement, qui votent Front National, et même de plus en plus qui comptent voter Marine à la présidentielle. Mais c'est logique. Ils votent pour l'intérêt national. Ils votent pour un parti politique qui a des solutions, qui ne verse pas dans le laxisme comme l'UMP ou le Parti socialiste aujourd'hui. Alors on parle de la présidentielle. Combien d'électeurs du Front National vont participer à la primaire à droite? Je pense très peu. J'ai reçu 2-3 courriels d'électeurs qui me disaient est-ce que pour une raison tactique, pour aider Marine, est-ce qu'il faut y participer en votant pour tel ou tel? Ce sont des votes tacticiens. Mais je pense qu'au-delà de ça, d'ailleurs ça sert à rien parce que ces votes tacticiens s'annulent la plupart du temps, ce n'est pas notre affaire. Moi je ne recommande pas du tout à nos électeurs, à nos sympathisants d'y participer. Cette primaire n'est pas très intéressante. Elle tire la vie politique vers le bas. Au FN, il n'y aura pas de primaire. On a en revanche le début d'une campagne qui est censée démarrer tout début février. 10 meetings seulement qui sont programmés pour Marine Le Pen. Elle a à ce point confiance qu'elle n'a pas besoin de se lancer dans la bataille au même moment que les autres? Les autres ne se lancent pas dans la bataille, ils n'ont toujours pas de candidats. La primaire a quand même commencé depuis un petit moment. Non, mais d'accord, mais ils ont 7 candidats, je crois, pour l'instant. Oui. Mais pour Marine Le Pen? Ou 6,5, parce qu'il y en a un sur les 7, on ne sait pas s'il va se maintenir. Monsieur Poisson. Nous, au moins, nous avons une candidate et nous faisons des conventions thématiques. Nous avons fait des conventions. Bien sûr, mais ça démarre, sur les seniors, sur l'école. Ça démarre après les autres, ça démarrera après les autres. Mais on va déjà démarrer quand on connaîtra nos adversaires. Grand malin qui, aujourd'hui, pourra nous dire qui sera le candidat de l'UMP et qui sera le candidat du Parti socialiste, s'il y en a un. Donc on attendra déjà d'avoir nos adversaires. Et puis, vous savez, nous travaillons maintenant. Pendant que eux se déchirent dans des batailles d'ego, nous faisons des conventions sur l'écologie, la santé, le terrorisme, l'école, les seniors, tout récemment, la dépendance, les petites retraites, ces questions très importantes. Et nous allons continuer. Et je pense que c'est l'honneur de la politique que de parler de fond et d'idées, de convictions, et pas simplement de donner le triste spectacle de gens qui se détestent et qui se font la guerre en permanence. Pour faire une campagne, il faut de l'argent. Il paraît que vous n'avez plus rien du tout dans vos caisses. 4 millions d'euros quand il en faudrait 12 pour faire un premier tour.
Je pense qu'on va régler le problème. Mais il n'est pas réglé aujourd'hui. Non, parce que les banques françaises ne prêtent pas. Les étrangères non plus, il paraît. Les Russes veulent plus vous donner d'argent. Mais je ne sais, oui, peut-être, je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est pas moi qui suis en charge de ce dossier au sein du Front National. Mais en tout cas, les banques françaises, on est en France, donc il serait bien qu'il y ait une loi qui oblige un établissement bancaire français, au moins désigné par la Banque de France, à prêter aux candidats à l'élection présidentielle. Je veux dire, un forfait en toute transparence, qu'on mette en place cette loi, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que c'est vrai qu'on n'est pas l'ami du système financier mondial, hein, on n'est pas les grands amis des banques, comme les autres, on ne les cajole pas, on estime qu'elles doivent faire leur boulot et non pas se servir, et non pas jouer au casino, donc peut-être qu'on le paye, mais en tout cas, il serait bien que nous puissions être financés, oui, c'est la moindre des choses en démocratie. Florent Philippot, tous les matins, on a une question off, mais devant les caméras. Est-ce que vous aimez votre surnom au Front National, Philippot Ier? Ah, je savais pas que c'était mon surnom. Vraiment? Ouais. On le lit dans la presse partout. Vous lisez pas la presse alors? Non, mais on doit le lire. À mon avis, on l'entend que dans la presse parce que je l'entends pas au Front National. Mais d'autres sont moins aimables. Moi, je vous parle de Philippot Ier. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ce sont des articles de presse qui disent cela. Ce sont des surnoms donnés. Faudrait vous appeler comment par des journalistes aujourd'hui? Vous ne serez pas le directeur de campagne de Marine Le Pen. Non. On pensait que vous alliez. Ah non, mais j'ai pas demandé à l'être. Ouais. Je l'ai déjà été et j'aime beaucoup David Rachline qui fait déjà un travail remarquable. Voilà, donc non, moi j'essaie de travailler au bien de mes idées pour faire entrer Marine Le Pen. Et pas celle du FN. Bah si, ce sont les mêmes, donc ça tombe bien. Et de faire entrer. Certains disent pas toujours ça. Faire entrer Marine. Vos idées sont celles du FN. On peut dire ça aujourd'hui. Bah, sinon, je ne serais pas vice-président du Front National si je n'épousais pas le projet du Front National. Après, chacun a sa sensibilité, mais bien sûr. C'est quoi votre sensibilité aujourd'hui? Moi, je suis gaulliste. Voilà. Donc, je ne demande pas au Front de l'être entièrement, mais moi, je suis gaulliste. C'est-à-dire que je défends avec vigueur la souveraineté nationale, la grandeur de la France, l'idée de résistance, une certaine idée de la France. Voilà. Et le gaullisme, c'est toujours, bien avant que j'arrive d'ailleurs au Front National, quelque chose qui m'a motivé au plus profond de moi-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je salue, puisque je sais que le général les aimait beaucoup, je salue les Wallons qui résistent face au traité avec le Canada, le CETA, traité de libre-échange, l'épouvantable traité de libre-échange Union européenne-Canada. Ils ont raison de bloquer plein de commerces. Et ça veut dire non, ils ont raison, eux, d'être encore une démocratie. Il est incroyable que les Français n'aient pas eu leur mot à dire sur un traité qui va donner des tribunaux d'arbitrage aux multinationales, qui va nous imposer les OGM, le bœuf aux hormones. C'est le petit frère du TAFTA, hein, le traité transatlantique, qui n'est pas du tout enterré avec les États-Unis. Donc que les Wallons tiennent bon, ils seront, puisque c'est un peuple francophone, ils seront l'honneur de la France. Voilà, ils seront l'honneur de la France. Ils doivent décider d'ici ce soir. Et je suis incroyablement pas surpris, mais étonné de voir l'Union européenne dire on met un ultimatum sur la Wallonie. On nous avait dit l'Europe c'est la paix. Et vous voyez comment l'Union européenne parle aujourd'hui. Elle parle d'ultimatum, elle parle de menaces, elle parle de sanctions. Cette machine est folle, cette machine est totalitaire. Juste d'un tout petit mot, vous voulez vérifier. Il paraît que vous êtes incollable sur les chiffres et il paraît que vous connaissez par cœur le prix du baril de pétrole. C'est vrai ou pas? Ah, aujourd'hui, je sais pas, ça remonte un peu, il paraît. Combien? Je sais pas combien il est, 46 ou non, je sais pas. 51,8. 51. Bon, allez. Un petit peu de retard. Merci d'être venu nous voir. L'essentiel de l'info tout de suite avec Hortense Villade.